Bienvenue, docteur Jean Mériné Tamac, bienvenue sur ce plateau et merci pour la prompte attitude à répondre à cette invitation. C'est moi qui vous remercie au regard de la pertinence du sujet, surtout que de plus en plus ce sujet devient un phénomène social. Il est important pour nous de l'analyser et d'apporter notre expertise pour que vos millions de téléspectateurs puissent être édifiés sur la question. Voilà. Merci beaucoup. Ben, ici, dans cette émission, avant que nous n'engageons la discussion, Cathy prépare toujours une petite chronique sur le sujet et ça vous donnera l'occasion de l'écouter et donner votre point de vue là-dessus. Allez, on va écouter la petite chronique de Cathy. Et c'est en anglais, bien sûr. On va écouter la petite chronique, la chronique de Cathy Connaît. À toutes. Now, based on our topic today, we are talking about violence against women, that is femicide, in Cameroon. Now, a constitution of Cameroon affirms to women a right to life, to physical and moral integrity, and to human treatment. This constitution states that shall any person be subjected to torture, to cruel, inhuman, and also degrading treatment will be punished. Although such pronouncements seem progressive and benevolent on paper, this has not been the reality for women in Cameroon. Violence against women in Cameroon has become more common, acceptable, and has taken on more brutal forms. The escalation of violence against women in Cameroon can be linked to growing trends of militarism, prevailing on equal gender relations, and economic upheaval. In the span of less than a month, there have been numerous reports and accounts in the media of women who have lost their lives at the hands of their intimate partners, viewing these crimes as crimes of passion and shifting the blame to the victims. Which are the women concerned? These incidents require a profound and contemplation on the relationship we as Cameroonian society have with violence, as well as the value placed on women's lives. Violence has become an intrinsic to the fabric of Cameroonian society, and this is displayed through state violence, insurgent violence, terrorist violence, civilian on civilian violence, just to name a few. Considering these, women in Cameroon have been and continue to be vulnerable to violence in all its forms. Violence against women in Cameroon is crippling the Cameroonian society and undermining the rights of women. While Cameroon seems to be suffering from different political, economic, social lives, social issues, most women's lives and security wait for a national democratic consolidation before they are taken. It's a question without an answer. The state has remained indifferent to the high levels of violence against women in Cameroon, thereby encouraging the brave aggressors to be convinced that their actions are not only justifying, but will go unnoticed and unpunished in this male-favoring system. According to statistics, 43.2% of women in Union faced domestic violence, 39.8%, and even 14.5% respectively faced emotional and sexual violence, and in all, 56.4% of women in unions were confronted with at least one of these forms of violence. Now, the global database of violence against women issued by the United Nations Women, that is in 2014, the 2012 rather, the statistics in Cameroon reports of lifetimes physical or sexual intimate partner violence stood at 51%. In 2019, the statistics provided by the Car and Plan International reported violence against women in Cameroon to an overall 56.4%. There has been a steady increase of violence in Cameroon since from 2019 up to 2023. The barbaric ways at which their bodies were violated is also a call of concern. Some of these women had their bodies burned, some even decapitated, head cut off, and equally breast cut off. This spectacle of brutality on women's body manufactures female fear
within the Cameroonian society. Violence against women is an issue that concerns us all. First, we need to set up our games and say no to the green phenomenon. Thank you very much, Miro. Merci Cathy pour cette chronique assez enrichissante. On aura tout à l'heure le docteur Jean Mérimée Ntamak, consultant, voilà, et sociologue qu'on reçoit sur ce plateau. On espère qu'en 30 minutes qui nous restent, les 30 minutes qui nous restent, on pourra condenser, parler cela de fond en comble et permettre aux téléspectateurs d'être édifiés sur la question. Docteur, on commence déjà, après avoir écouté ceci, quelles sont vos impressions, on va dire? Bon, déjà, il faut reconnaître que le sujet sort déjà des lornières, c'est déjà une très bonne chose. C'est un sujet considéré comme tabou, comme d'ailleurs tout ce qui concerne la femme, parce qu'en réalité, les problématiques comme celle des violences faites aux femmes et le niveau extrême de la violence qu'on appelle les crimes féminicides actuels relèvent parfois des tabous au sein des familles. Et donc aujourd'hui, avoir une chaîne comme la vôtre qui permet de mettre le sujet sur la table, c'est assez important. Tant est qu'on sort à peine de la semaine de la femme et qu'on s'est contenté pour certains de nous présenter un pain uniforme avec tout ce qu'il faut avec en termes d'apéritif. Donc mettre le sujet sur la table et les statistiques qu'elle a données nous montrent qu'il est urgent de frapper le poing sur la table. Voilà. Urgent de frapper le poing sur la table, justement, on parle et les causes justement du crime féminicide au Cameroun, c'est quoi? Bon, on peut avoir des causes à plusieurs niveaux, hein. On va ramasser comme ça et à chaque élément de causalité, on va essayer d'expliquer. La première cause est d'abord liée à la biologie humaine. C'est-à-dire la femme est stéréotypée. C'est-à-dire que, on appelle ça en sociologie les cadets sociaux. La femme est considérée comme un être inférieur, femme et enfant. L'être supérieur étant l'homme, pas grand H, mais l'homme dans le sens de la masculinité. Ça, c'est le premier élément de base. Et ça se voit au niveau du système éducatif. Parce que vous avez, jusqu'avant 2015, je prends un cas simple, dans un établissement, lorsqu'une fille élève avait été engrossée, on arrêtait directement les études de la fille, tandis que l'homme qui est considéré, on ne pouvait continuer. Donc, il y a déjà cette cause biologique-là. La deuxième cause est liée aux normes sociales. Vous savez, les normes qui encadrent l'émergence de la femme sont assez faibles. Je prends pour preuve, depuis que nous avons ces cas, aucun ministre en charge de cette question n'a pris la parole. C'est pour vous dire que les normes sociales qui encadrent cela sont assez faibles et ça peut être une cause justement de ce type de pratiques-là, de tout au moins de l'émergence d'un phénomène comme celui-là. À côté de ça, il y a ce que je vais appeler l'éducation sociale, c'est-à-dire que la socialisation à la base. Qu'est-ce qu'on nous enseigne dans nos familles? Dans nos familles, on nous dit que l'enfant, tout au moins de sexe masculin, a des prérogatives sur l'enfant féminin. Et on a tendance à mettre dans les têtes des uns et des autres que, je prends un exemple, que la femme ne peut pas hériter. Pourtant, ce n'est écrit nulle part. Voilà. Vous voyez, elle a les mêmes droits. Donc, je vais aller à la quatrième cause. Je ne vais pas dire la pauvreté, mais je vais ajouter la pauvreté mentale. La pauvreté mentale est une des causes qui puisse arriver jusque-là, parce que l'on prenne en compte ce qui s'est passé à Marois, ou encore ce qui s'est passé à Nangaïboko, ou les cas qu'on a eu à l'ouest, à Bonabiri, etc. Davantage, lorsque vous analysez le profil psychosociologique des personnes en présence, vous voyez que la pauvreté mentale est un indicateur très important. Donc, on va s'associer sur ce que la dame a dit dans sa chronique et mettre en exergue juste ces 4 causes pour l'instant. Justement. Now, based on the different causes that you just named, now, do you think maybe such causes, like the causes can be reversed, like can they change it in order to stop the growing phenomenon of, killing women every day in Cameroon? Oui, à chaque cause sa thérapeutique. Et vous commencez aujourd'hui, par exemple, par un plaidoyer. Il faut commencer par là. Vous savez, comme nous l'avons dit tout à l'heure, tant est que il n'y a pas de solution institutionnelle à tout ce qui se passe. J'ai évoqué, on a l'impression que certains ministères n'existent que pour le 8 mars, par exemple. On a vu un cas d'un bébé tantôt volé, tantôt disparu, soit.
Mais à aucun moment, on a quand même un ministère des Affaires sociales dans ce pays. Et qui dit Affaires sociales, c'est s'occuper des couches dites vulnérables. Et les couches vulnérables sont celles-là qui sont assujetties à tout ce qui nous arrive ces temps derniers. Vous avez parlé de l'émergence d'un phénomène. Donc, par rapport à chaque élément, il faut une solution bien adaptée. La première solution commence par en faire un sujet, comme vous le faites. C'est-à-dire tout un plaidoyer là-dessus qui voudrait dire plus jamais ça. Et pour dire plus jamais ça, ça passe également par les mesures institutionnelles. On a des pages Facebook de certains ministères où on peut seulement nous montrer quand ces ministres vont faire le shopping ou bien quand ces derniers sont en train de faire des affaires qui relèvent des agapes. Pourtant, à aucun moment, on n'a vu aucune démarche institutionnelle dans le sens de condamner avec fermeté ce qui s'est passé. Vous voyez, toute une famille dissimée, par exemple, en Anga et Boko. Et lorsqu'on interroge le père, il vous dit que comment recommencer à 65 ans? Vous imaginez comment est-ce qu'il faut retourner la balance? Donc, chaque élément a sa solution. À la question de la pauvreté, la solution, c'est au niveau de l'éducation. Et l'éducation passe par la première cellule familiale qu'est la maison. Quand déjà à la maison, on commence les clivages. L'homme a droit à une éducation forte, c'est-à-dire les sciences pures. Il fait la mécanique, il fait ceci. La femme a droit aux sciences douces, c'est-à-dire elle va faire IH, elle va faire ESF. Ça commence par là, c'est stigmate. La série C. Vous voyez, la série C, par exemple. Ça commence par là, c'est stigmate. Pourtant, la vie nous a montré que les hommes sont même meilleurs dans cette série C que les femmes. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'ambivalence sociale doit prendre le discours au sein de la famille. Vous voyez, un homme, je veux dire, un enfant garçon a la possibilité pendant les fêtes de décembre, de dormir dehors, de rentrer. Il n'a pas droit aux réprimandes. Mais la fille, dès que tu traverses une certaine heure, ton sujet sera en pole position. Sans compter les adjectifs qui vont avec. Je ne veux pas reprendre ce que Calvin nous dit, mais ce n'est pas loin de là. Donc je dis, à chaque cause, sa thérapie. Et actuellement, il faut lutter contre cette pauvreté mentale à travers l'éducation sociale qui part de la maison. Et il faut une dénonciation institutionnelle et que les ONG qui sont là, on a plein d'ONG qui sont là, les rapports de l'OMS sont assez criards de ce type d'approche. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Ça reste dans le tiroir. Prenons par exemple les institutions judiciaires. Quand vous arrivez au sein de la police judiciaire, regardez comment les femmes sont traitées. Parfois, elles sont traitées difficilement, pourtant elles sont parfois à terme. Donc je dirais que c'est un réel problème et à chaque cause, sa solution. Mais les solutions existent. Voilà. Jean Mérimée, s'il vous plaît vraiment, il est bien vrai que moi je suis contre le féminicide, vraiment, je suis contre ça, je lève ma main droite, je dis non au féminicide. Mais je veux comprendre une chose. Pourquoi avoir créé un nouveau mot que féminicide? On ne peut pas se contenter simplement du homicide, comme c'est le fait de tuer quelqu'un. Est-ce que le fait de créer un nouveau mot féminicide, est-ce que ça va changer? Vous trouvez que ça va changer quelque chose à ce meurtre? D'accord. C'est une bonne question parce que c'est un néologisme, c'est-à-dire un nouveau concept. Et ce néologisme trouve son sens justement dans les stéréotypes, dans le fait, parce qu'on veut toujours, malheureusement, on veut toujours montrer que la femme c'est un être à part. Et vouloir montrer que la femme est un être à part, on crée des néologismes pour justifier un certain nombre d'homicides volontaires qui sont causés sur les femmes. Donc je pense que pour ma part, peut-être ça n'a pas d'enjeu, mais si ça permet de mieux dénoncer les violences faites aux femmes, surtout les violences qui aboutissent au meurtre, tant mieux. Et quand la femme tue l'homme, on appelle ça quoi? Bon, là, le néologisme n'est pas encore créé et c'est pas moi qui vais le faire, malheureusement. Parlant justement, puisqu'on parle des causes des crimes que vous venez de donner tout à l'heure et la conséquence justement de toutes ces causes-là, c'est quoi? La première conséquence est au niveau des cellules familiales. Parce que vous savez, chaque enfant appartient toujours à une couche familiale. Et donc, lorsqu'il y a une perte, c'est d'abord sa famille qui subit. Indépendamment du fait que vous aurez des gens tout autour de vous pour vous accompagner pendant les éléments d'obsèques, etc. Mais lorsque tout ce beau monde s'en va, c'est la cellule familiale qui reste. Donc, la première conséquence est d'abord au niveau de la cellule familiale en termes de perception sociale. Parce que imaginez-vous quand vous êtes victime comme la dame de Maroa qui a été victime de ce que nous savons tous. Imaginez-vous comment est-ce que sa famille est perçue. Vous savez, le regard social fait plus mal qu'une blessure. Parce qu'il faut faire la différence entre la blessure et la plaie. La plaie, c'est un espace ouvert avec écoulement, mais la blessure est en interne. C'est pourquoi
on dit par exemple les chagrins d'amour sont des blessures parce que c'est des aspects qu'on ne voit pas mais qui font extrêmement mal. Donc lorsqu'on a un cas comme celui-là, la première cellule, c'est la cellule familiale qui a très mal. Le deuxième niveau de blessure, c'est la société parce que ça envoie un message aux autres femmes que vous n'êtes pas à l'abri et qu'à tout moment vous êtes assujetti à des formes de violence qui peuvent vous ôter la vie. Dans ce pays quand même, on a vu à la Quintini l'affaire Monique Koumatekel. Quelques 2 semaines plus tard, on a vu l'affaire Dr Ngokana, qui est médecin, mais dont la prise en charge n'a pas pu être escomptée et celle-ci a perdu la vie. Donc vous voyez que la question de la femme, plus qu'un tabou, doit aujourd'hui faire l'objet de tout un plaidoyer porté par ce que lui, Althusser, appelle les appareils idéologiques et répressifs de l'État. Les appareils idéologiques, c'est les masses médias, par exemple. Si nous étions en train de faire un concours avec les influenceurs, c'est que vous allez voir que derrière notre écran, vous avez des auditeurs qui explosent. Mais comme c'est un sujet qui ne les intéresse pas, parce qu'on veut seulement compter les victimes au bout des doigts, malheureusement, la sensibilisation va tarder. Pourtant, si l'institution prend le problème à cœur, à quel moment est-ce que vous allez voir, par exemple, le cas des violences faites aux femmes comme thématique du 8 mars? Ça ne va jamais exister. Nous avons des thèmes qui sont des slogans. Parce que vide de contenu. Si vous demandez à quelqu'un le 8 mars s'est passé, quel était le thème, on ne va même pas pouvoir vous dire. Or, les sujets comme ceux-ci doivent faire partie, n'est-ce pas, des points focaux pour toute une semaine de la femme et voir comment au sein des entreprises, au sein des écoles, des établissements, au sein des institutions, le sujet est posé sur la table afin de dissuader d'abord les potentiels. Parce que n'oubliez pas, l'objectif c'est d'abord de dissuader lorsqu'on sensibilise. Parce que lorsqu'on en parle comme ça, ça fait que les amis de Calvino qui sont à côté, qui veulent se lancer dans ce type d'approche, vont se dire que non, un jour à STV, on a parlé de telle chose, et il ne faut pas que je fasse cela parce que je me mets à marge contre la législation en vigueur. Surtout que la femme, c'est elle qui donne la vie. Regardez comme vous êtes jolie sur ce plateau. Et demain, on apprend qu'au sortir d'ici, vous avez été victime d'un féminicide. Donc, ce sont des pratiques qu'il faille condamner avec la dernière énergie. Mais la source de solution vient des causes que nous-mêmes, les hommes, entre guillemets, l'approche masculine a permis de mettre sur pied. On va, 11h35, 6 minutes, on va d'abord aller, on allait poser la question à l'homme de la rue. À l'homme de la rue, c'était du côté de Yaoundé. Thierry On est descendu dans la rue pour nous sur la question, quelles sont justement les causes du féminicide à toutes. Premièrement, je ne trouve pas vraiment une grande raison à cela. Si je prends le cadre religieux, déjà, il est strictement interdit de supprimer la vie d'une autre. Donc, seul le Créateur a le droit de supprimer la vie d'un autre, aucun humain n'a ce droit-là. Donc, je ne trouve pas une raison vraiment qui pourrait amener un homme à pouvoir éliminer la vie de sa femme ou alors la vie d'un autre homme. Les causes, on pourrait d'abord parler de l'ignorance parce que ceux qui le commettent, c'est parce qu'ils sont ignorants déjà de la parole de Dieu. Parce que quand tu connais la parole de Dieu, tu vas éviter certaines choses. Tu ne vas pas te comporter. C'est parce qu'ils sont trop attachés aux biens matériels, aux biens de la terre. Les femmes, par exemple, sont les biens de la terre, ils sont trop attachés aux biens de la terre. Ce qui fait en sorte que quand on est attaché à quelque chose, on est prêt à tout. Mais s'il s'est détaché juste un peu, pas ne pas peut-être avoir les biens de la terre, on peut les avoir, mais se détacher de ces biens juste un peu, savoir le juste milieu, on éviterait certains crimes, peut-être comme ce qui se passe partout ailleurs. Ces frères ou ces sœurs qui commettent ces crimes-là, je leur demanderais premièrement de ne pas trop s'attacher à certaines choses. Par exemple, un homme qui a une femme, ne pas trop s'attacher à la femme, parce que quand tu t'attaches trop à la femme, sûrement si elle commet quelque chose devant toi, la première idée qui viendrait c'est de faire un crime. Mais si tu l'aimais, c'est bon. Mais trop s'attacher à elle, que le genre que sans elle, tu n'as pas de vie, ce serait vraiment, je les conseillerais de ne pas trop s'attacher aux femmes, d'avoir des femmes, d'aimer leurs femmes, mais ne pas trop s'attacher à elles. Parce que c'est vraiment cet attachement-là qui suscite la haine et conduit jusqu'au meurtre. Ce que je voudrais dire, c'est que parfois les femmes aussi sont la cause de leurs problèmes. Parce qu'il y a les hommes qui peuvent être calmes,
Et la femme, c'est la femme qui pousse l'homme à faire ce qu'il ne veut pas faire. Et parfois, il y a les hommes aussi, le caractère de l'homme. Il y a les hommes que, par exemple, bon, ils ne sont pas habitués à gérer. Il y a les problèmes qu'ils ne sont pas habitués à gérer. Lorsqu'il y a un problème, vous savez, la femme, donc tout pour eux, c'est même pour venir avec la force pour résoudre le problème, pour taper la femme. Ou ceci. Ils ne s'asseyent pas pour demander que, ouais, chérie, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Ça peut arriver que la femme a fait ça, elle n'a pas fait ça. Donc ça ne vient pas du cœur. Elle n'a pas fait ça consciemment. Et peut-être que c'est la colère. C'est à cause de la colère qu'elle a réagi de cette façon. Et bon, parfois l'homme aussi peut agir comme ça à cause de la boisson. Si l'homme boit trop, parce que la boisson est comme la boisson n'est de personne. Lorsque vous buvez beaucoup, ça peut vous détruire toute la vie. Ça fait même, si vous êtes quelqu'un de calme, ça peut vous changer. Être sous là n'est pas bien. Donc, toutes ces choses-là. Bon, moi, je pense que parfois c'est la femme ou c'est le caractère de l'homme naturellement. C'est aussi ça. Et c'est bien que lorsque un homme veut être avec une femme, c'est mieux qu'une personne est calme et l'autre. Si l'un d'eux est tellement agité, il faut que l'autre soit calme. Comme ça, quand c'est celui qui est tellement agité, n'arrive pas à être calme lorsqu'il y a un problème, c'est celui qui est calme là qui va essayer de rabaisser le partenaire qui est calme. Parce que quand tous les deux sont agités, lorsqu'il y a un problème, ça va seulement devenir la catastrophe, la maison va seulement exploser. Donc, mieux que tous les deux soient calmes, ou bien un est calme et l'autre est tellement agité. Regardez toutes ces choses-là, mais parfois aussi, quand tu regardes que la personne est agitée, il ne faut pas juste l'abandonner, parce que toi-même, tu peux aussi essayer de faire en sorte que la personne change. Wow. Seigneur. La dame l'a essayé d'expliquer le féminicide. Docteur Tamak était tout le temps en train de sourire, de rire. Vraiment. Mais elle a quand même donné son... Non, elle a évoqué les responsabilités partagées. Parce que tout à l'heure, même Calvino, de manière risible, a dit quelque chose de fondamental lorsqu'on parlait de néologisme. On a eu une femme quand même à Yaoundé qui a tué une de ses belles-sœurs en morceaux et a mis ses dernières dans une valise. Donc, il y a ces cas. Il y a quelqu'un dont je ne vais pas trop commenter, mais on a vu les images qui nous disent que c'est un tabouret qui a été cogné sur celui-ci et aujourd'hui il est décédé. Donc, pour dire que les responsabilités sont partagées. Ça, il faut le reconnaître parce que pendant longtemps, un concept nous disait que le remède de la femme, c'est la femme. Et donc, parfois, la femme peut pousser l'homme à commettre des actions inuites. Mais ce n'est pas pour justifier l'émergence de ce phénomène. Nous reconnaissons le rôle de chacun, mais nous sommes là pour dangereusement condamner ce phénomène. C'est ce petit point que je voulais préciser par rapport à ce qu'on a suivi. Now, I want to find out, how does the society view violence, that view the victims of domestic violence? Alors là, c'est la perception sociale. C'est très difficile. Vous avez les stéréotypes, vous avez les stigmates sociaux. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la façon dont la société vous regarde, quelqu'un disait le regard déshabille. Et vous voyez, tant que l'institution ne joue pas son rôle en termes de dénonciation, le regard social peut être un regard accusateur. Vous voyez, le voisinage, on va commencer par exemple à dire non, comme tu vois même là-bas, la maison là, ne mettez plus les pieds là-bas. Telle personne est entrée dans une loge ou telle personne. En réalité, le sens vulgaire, ce qu'on appelle la population, a toujours des bonnes raisons pour justifier quelque chose, même si elle n'est pas au courant de ce qui se passe en réalité. Et parfois, c'est ça qui pousse les gens à sortir de leur zone de confort, à sortir de leur groupe de référence, de leur groupe d'appartenance pour un groupe de référence. Je vais dire pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. Quand on est victime, par exemple, d'un cas de féminicide quelque part, la première réaction voudrait que, après les hostilités, que les gens puissent déménager. Parce qu'on ne peut plus supporter. Quand vous arrivez dans une boutique, il y a même des boutiques où quand vous allez arriver pour passer la commande de quelque chose, c'est en stock. Mais on vous dit qu'il n'y en a pas. Parce que vous êtes considéré comme un paria dans ce quartier. Et le fait que
la psychologie cognitive, l'encadrement des personnes vulnérables est très faible dans nos pays. Vous pouvez voir quelqu'un qui se tue à petit feu à cause justement de l'isolation. L'isolation commence d'abord dans votre famille. Vous allez voir que vous êtes dans un groupe WhatsApp avec des gens. Quand vous écrivez, personne ne commente. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, il y a des éléments pour vous étiqueter, pour vous mettre à l'écart, qui sont parfois les non-dits. Ce n'est pas un discours, mais c'est à travers un certain nombre d'actions, à travers un certain nombre de faits lactants qui participent à vous isoler davantage et vous mettre plus à mal encore. Si on avait une société où l'accompagnement psychosocial est fait, l'accompagnement neurolinguistique est fait, c'est qu'on peut facilement relever ces personnes. Parce que, n'oubliez pas, la victime n'est pas seule, mais il y a aussi son entourage. Et c'est tout le monde qui est affecté. Okay. C'est un peu ça que je peux dire. Now, how does domestic violence affect the children of the victims? Alors, c'est la même chose, mais davantage, tout dépend du niveau, tout dépend d'un déterminant très important, c'est l'âge des victimes. En psychologie cognitive, on nous dit que la personnalité de l'enfant se construit de 0 à 7 ans. Maintenant, l'émergence de l'enfant dépend aussi des conditions dans lesquelles l'enfant est né. Parce que vous allez avoir un enfant de 5 ans qui est né dans un environnement X qui n'a pas les mêmes raisonnements que dans un enfant de peut-être 10 ans dans un autre environnement. Donc, tout dépend. Il n'y a pas de valeur absolue dans ce sens. Mais, dans l'idéal, il est important d'éloigner les enfants de la zone d'impact. Parce que, et c'est malheureux parce que dans nos jours, on est dans l'ère des réseaux sociaux. Et l'ère des réseaux sociaux veut dire qu'il y a toujours un système de sauvegarde de l'information. Je prends un exemple. Vous trouvez quelqu'un en difficulté, le premier réflexe, c'est de filmer que d'aller aider la personne. Exactement. Et donc, face à ce type d'approche, il y a toujours des gens qui vont garder l'image. Et cette image peut être balancée n'importe comment. Et vos enfants qui ne sont pas encore psychologiquement prêts à recevoir cette information. Parce que cette information peut être un choc pour ces derniers et les marquer à vie. Quand ça peut les marquer à vie, l'enfant va atteindre un burn-out qui fait en sorte que psychologiquement, c'est une closure. Il n'y a rien à faire. Et l'enfant grandit dans ça. Vous allez voir un enfant qui était épanoui, plein de vie, qui tout à coup devient le plus triste, qui ne parle pas, qui est renfermé sur lui-même et développe ce type de personnalité. Et je vous assure, ce type de personnalité peut être une bombe. Parce que le jour où ce dernier s'ouvre, parfois, ce qui sort de sa bouche, dans ses agissements, peut représenter un dysfonctionnement social. Voilà. Donc, pour ces enfants, il faut un encadrement très important. À une époque très récente, la nôtre, pas celle de Cavino, notre époque, il est encore très jeune. À notre époque, on vous ramenait au niveau de vos grands-parents au village. On allait peut-être au niveau des grands-parents au village, on vous laissait. Ça permettait que ces grands-parents pouvaient vous encadrer, etc. Mais de nos jours, on considère les grands-parents comme des sorciers. Voilà. Donc du coup, la socialisation est devenue tellement faible, le lien social est devenu tellement conflictuel, tout le monde soupçonne tout le monde, que c'est véritablement difficile. Mais ce que nous proposons, c'est d'éloigner les enfants de la zone d'impact, d'éloigner les enfants de tout ce qui est réseaux sociaux pour qu'ils puissent avoir de tout ce qui est même commentaire. Parce que vous avez vous pouvez envoyer l'enfant chez une tante, alors que c'est la tante là même qui est le foyer déjà pas. Elle va décortiquer ce qui s'est passé sans même avoir l'information. Il faut enlever les enfants de la zone d'impact et les éloigner le plus loin possible, aussi bien des réseaux sociaux, aussi bien des commentaires qui tournent tout autour du sujet, pour que ces derniers puissent se refaire une santé mentale. Et dès qu'ils ont atteint une aptitude, on peut échanger avec eux pour les expliquer ce qui s'est passé. Même si est-ce qu'on peut dire que ça, c'est déjà les conséquences du crime féminicide, ce que vous dites là? Oui, ce sont les conséquences pour les enfants, parce que les conséquences ne sont pas d'ordre générique. Et j'ai précisé que ces conséquences pour les enfants dépendent d'un facteur très important, c'est le niveau d'émancipation de l'enfant et de l'âge de ce dernier. Now we're talking about, sorry, I was about talking to, we're talking about this topic because of the number of deaths recorded. What about women that are going through domestic violence, but they don't have the courage to talk, or they don't have the courage to even leave their house? What is the advice like? How do they get out of this gruesome situation? Voilà encore un sujet très important, les violences domestiques. Pourquoi? Je prends toujours les stéréotypes. Nos parents nous disent, quand on part en mariage, quand on part en mariage, ce n'est pas pour revenir. Et maintenant, pour moi, la première analyse pose les problèmes de post-mariage, avant le mariage. Vous avez des gens qui sont en couple, mais ils sont en groupe. Je reprends. Ils sont en couple,
mais ils sont en groupe. En groupe. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui se sont connus du jour au lendemain. Les choses ont tellement vite évolué qu'ils se sont mis en couple. Mais si vous demandez, vous passez juste à une série de tests psychotechniques. Trois questions pour chacun. Quelle est la couleur préférée de ton époux? Je ne connais pas. Quel est son menu préféré? Je ne connais pas. Quel est peut-être l'un de ses souvenirs marquants de sa jeunesse? Je ne connais pas. Mais on est quand même en couple. Ça fait en sorte que, c'est la femme qui sait ce qu'elle vit en couple. Parfois, vous faites le profil de quelqu'un, pas sur la base des valeurs, mais sur la base de son porte-monnaie. Et cette approche olsonienne de calcul, parce qu'aujourd'hui on calcule, même l'amour est calculé. Hein, même l'amour est calculé, vous voyez peu. Donc, lorsque la femme s'engage dans ce type de relation, aussi bien la femme que l'homme, mais davantage les femmes, quand elle s'engage dans ce type de relation, sans véritablement connaître son partenaire, parce qu'on ne connaît jamais à 100%, mais on peut avoir les indicateurs sur chaque élément. Exactement. Alors, lorsque vous vous engagez dans ce type de relation, vous commencez à découvrir son vrai visage quand vous êtes maintenant ensemble. Ensemble, vous découvrez que c'est quelqu'un d'assez invivable. Tout ce qu'il faisait, c'était peut-être une casquette. Maintenant, vous-même, vous avez du mal à pouvoir vous exprimer parce que vous avez déjà lessivé tout votre arrière en disant « Moi, je vous laisse, je vais me marier avec ce que ça comporte. » Comment faire pour faire la marche arrière? Point d'interrogation. Deuxièmement, vous n'avez plus de référent. Parce que le plus dur, c'est avoir un référent. Le référent peut être une tante, un grand frère, etc. à qui on partage un certain nombre de choses. Hein. C'est pourquoi on dit par exemple la catéchèse du mariage pour ceux qui sont chrétiens. C'est-à-dire qu'il faut toujours un accompagnateur du couple. Parce que lorsque vous êtes assez jeune pour vous en sortir. Parce que dès lors qu'il y a un premier problème, je prends le problème par exemple de l'infidélité. L'infidélité commence quand la femme vous annonce qu'elle est enceinte. Parce qu'il y a d'autres que quand elle vous annonce qu'elle est enceinte, prioritairement, elle ne peut même plus balayer la maison. Elle ne peut même plus faire telle chose alors qu'on n'atteint même pas encore 3 mois. Voilà. Ça met l'homme dans des postures où ce dernier trouve un réconfort ailleurs. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans les rapports dits, les rapports conjugaux, le problème de la séparation vient quand la femme est enceinte, par exemple. Parce que c'est là où la fissure commence à naître. Maintenant, au niveau des violences, comme vous dites, il y a des femmes qui sont dans des foyers qui sont battues. Il y a qui ne sont pas respectées du tout, parce que le plus important aussi, c'est le respect. Un homme qui est incapable de dire merci, un homme qui est incapable de s'asseoir avec son épouse, de discuter, d'échanger sur des projets, un homme qui est capable. Comment faire face à ces violences? Je pense qu'il faut avoir d'abord un point focal. Le point focal doit être quelqu'un qui puisse être crédible. Malheureusement, aujourd'hui, nous construisons la crédibilité sur le porte-monnaie. Or, ce n'est pas ça. La crédibilité peut être un oncle qui a ses 25 ans de mariage avec sa femme et malgré les dysfonctionnements, ils sont toujours ensemble. Il peut être quelqu'un de crédible. C'est-à-dire que, et pas le genre d'oncle que quand il arrive à la maison, toi, la dame, tu as posé ton problème, mais quand il arrive et que son beau-fils a posé le vin sur la table, il dit, mais toi, là même, c'est même toi qui cherches les problèmes. Mon beau-fils est gentil jusqu'à là, mais c'est toi qui cherches les problèmes. Donc, il faut un point focal dans chaque relation. L'important, ce n'est pas forcément de sortir, non. On sort lorsqu'on a atteint le point culminant, le pic. Parce qu'il faut éviter surtout les violences physiques. Voilà. Les violences verbales, encore, c'est gérable. Mais quand on commence à poser la main sur vous, si vous avez toléré le premier jour, il va le faire, on peut arriver à un crime. Comment donc lutter contre les féminicides? Bon, il y a 3 niveaux de lutte pour ma part. On va diviser en niveau micro, les individus, niveau méso, la société, et niveau macro, institutionnel. Alors, au niveau micro, c'est les individus eux-mêmes. Nous devons être capables d'être des agents de dénonciation. Voilà. Nous-mêmes, nous devons être prêts à dénoncer ce que nous vivons au quotidien. Dénoncer ne veut pas dire que tu exposes ton couple, mais dénoncer veut dire intrinsèquement que tu veux que les choses aillent mieux et donc tu t'inscris dans l'amélioration continue. On peut dénoncer avec ses parents ou on peut dénoncer envers un ami du couple. La gendarmerie. Bon, la gendarmerie, j'aime pas beaucoup parce que vous pouvez arriver là-bas, je ne dis pas que c'est le cas, mais vous pouvez arriver là-bas, c'est celui qui a le portefeuille le plus ronflant qui a raison. Donc, je dis parfois qu'il faut utiliser les moyens que nous avons dans la famille. Pour commencer, d'abord, les solutions, c'est à la base. Au niveau familial, tu as peut-être ta grande sœur, tu as ton grand frère. Il y a des couples ici où, dans la relation, on n'a jamais vu ton grand frère, on n'a jamais vu ta grande sœur. Peut-être tu estimes que ces derniers n'ont pas les mêmes moyens que toi, ou n'ont pas ton même niveau de vie, donc tu les mets à l'écart. C'est des pratiques qu'il faut fondamentalement éviter. Il faudrait que l'homme sache que dans la famille de la fille que je vais porter main sur elle, là, elle a des grands frères. Si ces derniers débarquent ici,
les choses peuvent être... Et donc, dans cette approche, ça permet d'éviter aussi de procéder à ce type d'actes. Ce sont des stratégies juste qui participent à influencer, hein, mais qui ne veulent pas dire que les beaux-frères doivent débarquer sur leur belle famille n'importe comment. Non. Donc, le premier niveau, c'est au niveau micro. Informer, sensibiliser, échanger, partager ce qu'on vit, surtout lorsqu'il y a les signes précurseurs de la violence. C'est très important. Le deuxième niveau, c'est au niveau méso-moyen. Le niveau moyen, c'est vous, les masses médias, c'est les organisations, l'OMS, More Women in Politics. Il y a beaucoup d'ONG là-dehors qui doivent faire des sensibilisations. Il faudrait que pendant les semaines de la femme, semaines de la jeunesse, dans les établissements, qu'on arrive dans ces établissements, sensibiliser les jeunes sur les violences faites aux femmes, afin que ces derniers comprennent déjà dès la base et mettent dans leur appareil mental que c'est des pratiques qui sont prohibées. C'est très important. Et enfin, au niveau institutionnel, l'État doit prendre ses responsabilités. Ce n'est pas évident que lorsque vous arrivez devant un officier de police judiciaire, que de régler la situation, il commence à faire la cour à votre conjoint. Donc, il est important que chaque niveau, chacun prenne ses responsabilités. Si à ces trois dimensions, le respect est fait, je pense qu'on va limiter la question de la féminicide au Cameroun. Et justement, l'État camerounais fait quoi pour lutter contre le crime féminicide? Malheureusement, rien. Merci. Merci beaucoup. Voilà, parce qu'on avait encore, j'avais encore des questions qui parlaient des lois qui protègent les droits des femmes et comment donc les femmes devraient participer au développement du Cameroun. Bref, ce sera pour une prochaine. Allez, merci docteur d'être passé. Merci. Je sais que vous avez un agenda très serré. Vous avez quand même pu trouver des temps. Le docteur peut revenir lundi pour qu'on pas finir les questions. Il y a 30 questions. Je t'assure. Il y a une fille qu'on a tuée là parce qu'on a dragué. On l'a refusé, on l'a tuée. On l'a tuée. C'est pourquoi. Est-ce qu'elle prenait le président du monsieur là et puis... voilà, tu reviens sur ce sujet. Okay. Merci, merci docteur Tamak d'être passé sur ce plateau, autant pour moi. Merci Catherine Connet, merci tonton Calvino et merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce jour. Ce ne fut pas facile, mais nous sommes arrivés. Nous vous donnons rendez-vous demain. Quand il sera 10h, on sera avec notre diététicien, notre coach en rééquilibrage, en safety food, voilà, safety food, rééquilibrage alimentaire, voilà, diététicien. Il sera avec nous, Polycarpe Ozoa. Nous vous donnons rendez-vous, mais restez surtout en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. Ciao. Go, go, go.